Amis auditeurs, amis auditrices, nous allons bientôt commencer notre interview politique, mais avant cela, nous recevons Carlyle pour sa chronique institutionnelle. La Grâce matinale, chronique. Bonjour Carlyle, aujourd'hui vous nous parlez des propositions constitutionnelles de Nicolas Dupont-Aignan, qui souhaite moraliser et refonder la vie publique. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le candidat de Debout la France est très nostalgique de la Ve République pensée par le théoricien de Bayeux, le solitaire de Colombey, l'homme du 18 juin, le général de Gaulle. Comme vous l'avez signifié, Nicolas Dupont-Aignan veut moraliser et refonder la vie publique. Et pour atteindre son objectif, il propose 15 solutions fondées sur un triptyque. Remettre le citoyen au centre du jeu démocratique, moraliser la vie publique et réduire le train de vie de la classe politique avec un parlement plus ramassé et plus efficace. Mais Carlyle, comment compte-t-il remettre le citoyen au centre du jeu démocratique ? Alors, il souhaite créer un référendum d'initiative citoyenne dès lors qu'un projet est soutenu par 500 000 inscrits sur les listes électorales. Souverainistes convaincus, ils veulent recourir systématiquement au processus référendaire lorsque la modification de la Constitution est susceptible de porter atteinte à l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Concernant la proportionnelle, il souhaite introduire une dose proportionnelle. Cependant, une mesure a toutefois attiré mon attention. Comme je le disais plus haut, nostalgique de la présidence du général de Gaulle, Nicolas Dupont-Aignan souhaite revenir au septennat. Mesure intéressante dans la mesure où elle rééquilibrerait, je pense, les choses une fois pour toutes et rangerait le président de la République à son rôle d'arbitre, c'est-à-dire le président au-dessus du jeu des partis politiques. Cependant, le candidat de Debout la France souhaite un référendum révocatoire d'initiative citoyenne à mi-mandat. Une mesure qu'on peut juger quand même populiste, mais qui n'est pas véritablement en contradiction avec l'histoire française. Les Français veulent un monarque républicain, qu'il peut choisir et décapiter par la suite. Merci Carlyle. Nicolas Dupont-Aignan souhaite également mettre en place un parlement plus ramassé et plus efficace. Tout à fait, il envisage une baisse du nombre d'élus dans les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. On passera de 577 députés à 500 dans la chambre basse, de 348 à 340 au palais du Luxembourg. Il souhaite également rémunérer les parlementaires en fonction de leur présence effective. Je ne sais pas si M. Dupont-Aignan est toujours régulier à l'Assemblée, mais bon, moi je le rencontre souvent dans les couloirs lors des séances de questions au gouvernement tous les mardis. Une mesure quand même intéressante qui apparaît dans son programme, même si elle apparaît un peu élitiste, je pense, ou aristocratique, par chacun de juger, c'est la mise en place d'un statut de l'élu avec une vraie formation, une garantie de retour à l'emploi et de retraite pour les salariés du secteur privé qui veulent s'investir dans la vie publique et favoriser le renouvellement de la classe politique. La politique est un sacerdoce, mais elle demeure avant tout, je pense, un métier, un art. Et comme tout bon art, elle nécessite un apprentissage. Mesure intéressante, mais attention toutefois à ne pas tomber dans une société aristocratique. Merci Carlyle. La Grâce matinale, l'interview politique. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour messieurs. Alors peut-être qu'on va commencer par vous demander si vous voulez réagir à cette chronique institutionnelle de Carlyle. Très objective. Moi je pense qu'en fait le général de Gaulle avait donné de grands pouvoirs au président. Mais en contrepartie, pour mettre fin à l'instabilité de la 4e République, mais en contrepartie, il y avait cette idée fondamentale chez le général de Gaulle, qui avait l'élection présidentielle au suffrage universel sans le régime des partis, on a vu ce que c'est devenu, et qui avait le référendum, qui permettait de démocratiser le pays. D'ailleurs, il est parti sur un référendum perdu. Or, depuis 17 ans, il n'y a pas de référendum. Excusez-moi, j'éternue. Donc, ce que je veux tout simplement, c'est revenir à l'esprit de la 5e. Et l'esprit de la 5e, c'est faire confiance au peuple souverain. C'est ça qui est important. Et tout mon projet, c'est de résoudre la crise politique. Parce que je pense, en vérité, qu'on n'arrivera pas à gouverner le pays. Vous pouvez mettre M. Dupont-Aignan, Madame X, M. X à la tête de l'État. Si on ne change pas le rapport au pouvoir de la politique et des Français, on aura toujours les mêmes problèmes. On ne peut résoudre nos problèmes que si on associe les citoyens. Moi, vous savez, très modestement, j'ai été élu maire en 95 dans une ville ruinée, très jeune. J'étais maire 22 ans, réélu avec des scores impressionnants. Pourquoi ? Pas parce que j'étais génial, parce que j'ai toujours associé les habitants aux décisions. Et quand des habitants sont associés à des décisions, d'abord les décisions sont différentes, et surtout on peut faire des choses, et on règle les problèmes. Et c'est un cercle vertueux. Or là, on est dans un cercle vicieux. On élit des gens,
ils respectent pas les promesses, ils méprisent le peuple se braque, puis personne ne travaille dans le même sens, et on est dans une espèce de déclin, de ressentiment. Et je pense qu'on ne peut construire qu'avec de la confiance. Et cette confiance, elle est rompue. Il faut pas se tromper, elle n'existe plus. Donc comment on recrée de la confiance entre les gouvernés et les gouvernants? Voilà la vraie question. Et c'est pourquoi j'ai mis au cœur de mon projet cette idée de la démocratie. Est-ce que vous qui voulez associer le peuple davantage, il faudrait pas plutôt qu'essayer peut-être de faire du neuf avec du vieux, à reprendre la logique institutionnelle de la 5e, pourquoi pas une 6e République à laquelle vous associeriez les citoyens, je ne sais pas, par une constituante peut-être? Oui, pourquoi pas. Je sais que c'est l'idée de Jean-Luc Mélenchon. J'y ai beaucoup pensé. Je vais vous dire, entre nous, le numéro, ça m'importe peu. Parce que le général de Gaulle, lui, je pense qu'il serait déjà passé une 6e. C'était pas un homme du passé. Donc, simplement, j'ai eu peur de la réaction de la classe politique médiatique en disant Dupont-Aignan fait à nouveau parler de lui, la 6e, pourquoi, alors qu'il se dit défenseur de la 5e. Donc, je me suis dit, en fait, est-ce qu'on peut tout simplement pas retrouver l'esprit de la 5e? Alors, on peut l'appeler 6e, si vous voulez, ça m'est complètement égal. Ce que je crois, c'est qu'il faut un électrochoc de souveraineté populaire. Et je crois beaucoup au RIC. C'est-à-dire le RIC, c'est vraiment le référendum d'initiative citoyenne, et je l'ai proposé avant les Gilets jaunes. En 2012, j'avais le référendum d'initiative populaire. Et je me suis beaucoup inspiré de la Suisse. La Suisse, c'est un petit pays qui me fascine. Parce que il n'y a pas de chômage, il y a des salaires élevés, ils défendent leur indépendance nationale, ils sont pas dans l'Union européenne, ils sont prospères. Bon. Et ils fonctionnent avec des votations. Et pourquoi nous, pays beaucoup plus puissant, on est beaucoup plus pauvre, on est toujours dans la tension, on n'associe pas les gens. Donc je me dis que le modèle suisse, je dis pas que la Suisse est parfaite et je serais peut-être pas heureux en Suisse, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que la démocratie du 21e siècle, ça devrait plutôt quand même être la recherche du pouvoir du citoyen, de la démocratie participative. Or, on est de plus en plus loin. On est en train d'arriver dans un monde, si on prend un peu de recul, orwellien. C'est-à-dire un monde de contrôle social à la chinoise. Un monde où l'individu n'existe pas, où il est transformé en objet. Et ça m'effraie énormément. Et si je suis candidat, franchement, c'est pour défendre les libertés. Liberté du peuple, liberté du citoyen, ne pas arriver dans ce monde mécanisé, abominable. Bernanos a beaucoup écrit là-dessus. Et vous pouvez retrouver les écrits de Bernanos. Eh bien, on parlera sans doute de culture, de littérature de Bernanos peut-être, mais avant cela, je pense que... Il n'y a pas grand monde qui le connaît maintenant dans les médias habituels, mais chez vous, je pense qu'on le connaît. Oui, on en parlera peut-être. Carlyle, avant cela, va sans doute avoir des petites questions politiques à vous poser, mais on va parler culture. Merci Thomas. Nicolas Dupont-Aignan, pensez-vous aujourd'hui que les médias font campagne pour Emmanuel Macron, ou plus précisément, pensez-vous que les médias ne sont plus véritablement indépendants en France ? Ah, moi je vous le dis carrément, et je sais que je me fâche beaucoup avec eux. Je trouve que les médias sont... C'est même pas qu'ils font campagne pour Emmanuel Macron, c'est que c'est le vide intégral. C'est le zapping permanent, c'est une entreprise de décervelage, ou je sais pas si ça se dit, décervelage général du pays, d'aliénation mentale. Et pourquoi ? Parce que d'abord ils sont sous la culture de l'audimat, et donc c'est le nivellement par le bas. Ensuite, ils appartiennent quand même à des oligarques. Il n'y a pas qu'en Russie qu'il y a des oligarques, il y en a en France. Et quand les 10 principaux médias appartiennent aux 10 principaux milliardaires du pays, qui dépendent des commandes de l'État, vous imaginez la consanguinité générale. Et donc, je suis pour je crois qu'il n'y a pas de démocratie sans journalisme indépendant. Il n'y a pas de démocratie sans revoir le système. Vous savez, l'entre-deux-guerres, on est arrivé à la collaboration et au vichisme parce que les médias français de l'époque étaient complètement vendus, pourris. Et à la Libération, le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance a voulu recréer des médias libres. Et aujourd'hui, on est avec un système très oligarchique qui défend des intérêts. Donc moi, je souhaite qu'on interdise à des milliardaires qui dépendent des commandes de l'État d'être propriétaires d'un média, comme aux États-Unis ou au Brésil. Je souhaite aussi qu'on crée des fondations pour équilibrer les choses, que les journalistes ne soient pas obligés d'obéir à des mots d'ordre. Voilà. Après, l'homme politique, il voit toujours les médias contre lui. Donc je veux pas exagérer non plus, mais je trouve, en tout cas, qu'il y a une baisse de niveau, qu'on est dans l'immédiateté, et qu'il n'y a plus de réflexion collective. Et ça se paye très cher. Ça se paye très cher.
Si ça peut vous rassurer, nous, on n'a même pas idée de qui dirige Fréquence Protestante, donc on n'a pas de mot d'ordre et on est absolument indépendant. Il y en a heureusement beaucoup. Merci. Il y en a quand même. Mais Alors, c'est pas les médias les plus puissants, malheureusement. Craignez-vous une grande abstention pour ce dimanche? Oui, bien sûr. Et c'est un drame. Donc je dis aux Français, je me mobilise comme je peux, je leur dis partout, allez voter, votez qui vous voulez, mais allez voter. Je préfère voter pour moi, mais allez voter. Parce que vous en reprendrez pour 5 ans sinon. Et surtout, il y a quelque chose qui me choque beaucoup, qui me fait de la peine, c'est quand je vois beaucoup de mes compatriotes qui me disent ah bah moi, après la présidentielle, je vais aller manifester. Alors là, les bras m'en tombent. Parce que je leur dis, mais vous imaginez aller manifester après la présidentielle, mais vous imaginez pas aller voter. Mais une fois que vous avez laissé passer le vote, vous en prenez pour 5 ans. Vous pouvez aller manifester, mais ça changera rien. Et c'est curieux comme quoi, vous voyez, c'est terrible de voir que dans l'inconscient collectif, faute de 30 ans d'impuissance publique, c'est ancré dans l'esprit des gens que voter ne sert plus à rien. Et notamment des jeunes. Donc moi j'ai envie de leur dire c'est faux, voter sert. Et le pouvoir a très peur de votre vote. Très peur. Voilà pourquoi tout est fait pour pas qu'il y ait d'élection. Emmanuel Macron pensait être élu haut la main. Et je pense que c'est en train de se retourner contre lui. Parce que le fait qu'il veuille même pas aller à France 2 hier, répondre aux questions des journalistes, enfin c'est surréaliste. Donc il y a un moment peut-être que les Français vont se dire c'est quand même bizarre. Il veut pas répondre de son bilan, il veut pas parler de son projet, il nous traite comme des chiens. Il y a un moment on va peut-être réagir, aller voter. Mais j'aimerais qu'on ne vote pas simplement contre Macron, qu'on vote pour quelque chose. Voilà pourquoi j'invite ceux qui m'écoutent aujourd'hui à aller voir les programmes, aller voir sur Internet mon programme, voir ce que je défends et sortir des caricatures. Voilà, sortir des caricatures. Moi, la question que je me pose en vous écoutant, c'est, on parlait de l'abstention des jeunes, mais est-ce qu'on peut imaginer que les jeunes ne se retrouvent pas dans le débat actuel parce qu'il est grévé par des questions pas forcément très intéressantes ou qui ne les touchent moins que d'autres? L'immigration, la sécurité revient assez souvent, en partie parce qu'il y a une polarisation très à droite du discours. Est-ce que les jeunes, ils s'intéressent pas plutôt au rapport du GIEC, aux questions écologiques? Vous avez raison. Mais écoutez, qui pose des questions? C'est pas les hommes politiques. Moi, j'ai fait toute la campagne, là, on est à la fin de campagne, on m'a posé toujours les mêmes questions, pardonnez-moi. Je les supporte plus, ces questions. Ça commence sur l'Ukraine, après ça passe sur les sondages, après ça passe sur Marine Le Pen, et puis l'interview est finie, voilà. Et on a parlé de rien. Et de rien. Rien. Et quand j'essaye de parler, tiens, tout à l'heure, j'étais interviewé par France Bleu Bourgogne, ils avaient choisi la sécurité et l'immigration. Je leur dis, mais j'ai pas qu'un programme sur la sécurité et l'immigration. Non, on parle que de ça. J'ai dit non, je veux parler pouvoir d'achat, misère, école de la République et tout. J'avais pas le droit d'en parler. Donc, si vous voulez, c'est quand même pas moi qui fais les questions. Là, à un moment, je n'en peux plus. Et je pense que nos auditeurs n'en peuvent plus. J'ajoute que j'ai été exclu de toutes les grandes émissions pendant la phase dite d'équité, qui est la phase d'inégalité de temps de parole. On a entendu que Mélenchon, Le Pen, Zemmour, et Pécresse un peu. C'est tout. Personne d'autre. Or, je pense qu'à partir du moment où on a ces signatures, on a le droit d'exprimer un point de vue différent. Parce que si je pensais comme Zemmour, j'aurais pas été candidat. Et donc, il y a d'autres candidats à écouter. Et les Français découvrent, là, pendant 15 jours, tiens, il y a d'autres gens qui pensent autre chose. Donc c'est tragique, c'est très difficile, je peux vous dire, à vivre pour nous. On le fait parce qu'on a la foi chevillée au corps, si je puis dire. Mais il y a un moment où on se lasse, quoi. Et les Français se lassent surtout, c'est beaucoup plus grave que nous. Alors parlons de votre programme alors. Samedi sur LCI, vous affirmez que la TVA représentait l'impôt la plus injuste qui pèse sur les Français. Vous souhaitez baisser de 0% la TVA sur les produits. Ouais, 0%, pardon, la TVA sur tous les produits de première nécessité. Est-ce que cette mesure, selon vous, est réaliste et réalisable? Oui. Alors, allez-y. D'abord, j'avais déposé une proposition de loi en avril 2019, donc j'ai pas fait ça parce qu'il y a la hausse des prix. C'est ancien. J'avais déposé une proposition de loi sur 20 produits. C'est pas énorme. C'est un coût de 3 milliards pour l'État. 3 milliards. 3 milliards, c'est ce qu'Emmanuel Macron a donné aux plus riches de France avec la suppression de l'ISF. Bon. Donc, 3 milliards, c'est ce qu'Emmanuel Macron a donné en 3 ans au cabinet de conseil. McKinsey et compagnie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choix, des priorités dans la vie. Les 20 produits, c'est quoi? Par exemple, les couches culottes pour les bébés. C'est à 20% la TVA. Et je vais vous dire, je ne le savais pas.
C'est en faisant le marché. On vous a Ça vu. fait longtemps que j'ai plus d'enfants, malheureusement, en bas âge. Mes filles sont âgées. Tout à coup, je me suis dit, j'étais persuadé que les couches étaient à un taux de 5,5. Le dentifrice est à 20%. Le shampoing est à 20%. Les couches pour dépendance de personnes âgées sont à 20%. Et sur un marché de 100 €, le fait uniquement 20 produits de les remettre à 0%, il y en a qui étaient déjà à 5,5. Hein. La farine, les œufs, tout ça. Mais 20 produits à 0, ça fait diminuer le panier de la ménagère de 10%. 10%. Sur 100 €, on économise 11 €. Et ces 20 produits, c'est 3 milliards de baisse de recettes, c'est pas énorme pour le budget de l'État et les cadeaux que fait l'État partout. Donc j'aimerais que on se remette sur vraiment les plus modestes. Je suis gaulliste, social, je veux qu'on crée de la richesse en France. Moi, je rase pas gratis comme Mélenchon. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pas augmenter tous les taux d'impôt, qu'on peut pas raser gratis, c'est pas vrai. Mais il y a quand même des mesures sociales évidentes qui doivent être prises pour alléger la peine des Français les plus modestes. C'est impératif, c'est urgent. Et je pense que si les gouvernements avaient fait ces gestes depuis longtemps, peut-être aussi que les Français les plus pauvres n'auraient pas autant de mépris pour les hommes politiques. Carlyle, est-ce que vous avez des questions peut-être sur l'écologie? Parce que j'ai vu passer des rapports du GIEC, c'est une préoccupation fondamentale des Français. On en parle finalement assez peu, même s'il y a des candidats qui se disent écologiques ou qui le sont écologistes, et qui le sont sans doute. Mais n'empêche que c'est pas ce qu'on entend le plus. Ou alors, plutôt que simplement vous interroger sur un point précis de votre programme, j'aimerais faire l'effort inverse. Et peut-être Nicolas Dupont-Aignan, si vous le souhaitez, c'est quoi dans votre programme la mesure écologique qui vous tient le plus à cœur et que vous voudriez présenter aux Français? Il y en a deux, enfin trois. La première, c'est l'isolation thermique des maisons, des appartements, ce que j'appelle les 5 millions de logements qu'on appelle passoires. C'est-à-dire, on les chauffe, ça part dans l'air. Ce sont souvent là aussi les plus modestes. Ils n'ont pas les moyens, ni les propriétaires, ni les locataires, de les équiper. Le gouvernement a fait une prime rénov', mais qui sert en fait qu'aux fenêtres et aux chaudières, mais qui n'isole pas vraiment les maisons. Il y a 5 millions de passoires thermiques. Je veux les éradiquer en 5 ans. Et donc, tout l'argent qui est gaspillé, parce qu'à chaque fois que je fais une dépense, je la prends quelque part. Parce que sinon, on est le Père Noël et puis personne ne nous croit aussi. Et les 3 milliards d'euros qu'on met pour financer les éoliennes, qui ne servent à rien pour l'électricité, je le bascule sur l'aide à l'isolation thermique des 5 millions de passoires thermiques. Parce que là, on fera d'énormes économies d'énergie et en plus, on fera réduire la dépense pour les gens les plus modestes de chauffage. Il y a 12 millions de Français qui ne se chauffent pas l'hiver. 12 millions. Et vous savez, quand il fait froid, il fait froid. Donc je veux absolument qu'on traite ça en priorité. C'est possible. Simplement, il faut choisir. Voilà. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure, l'obsolescence des projets. Vous voyez, vous avez un téléphone devant vous, il est fait pour casser au bout de quelques années. Vous achetez une machine à laver. Quand j'étais chez Darty, on devrait pas dire de marque, il n'y a pas longtemps, rechanger ma machine à laver, parce que moi je fais mes courses moi-même, ma femme déteste faire les courses. Et ça me met les pieds sur terre en plus, j'aime bien. Je discute avec les gens. Et je lui dis, mais monsieur, vous me proposez quasiment de la louer, ma machine, parce que vous considérez qu'elle va être en panne dans 10 ans. Il me dit, oui, elles sont faites pour être en panne dans 10 ans. L'obsolescence programmée. Ça coûte rien. C'est une décision publique, mais qui est passé au niveau européen. Voilà pourquoi je veux plus voir tout ça au niveau européen, je veux le voir au niveau national. Et si la France décide que les marchands de machines à laver n'ont pas le droit de faire une fragilité, parce qu'en fait c'est quoi? Dans la machine, ils créent un point de fragilité. Et la machine va tomber en panne. Et on va l'acheter. Donc, moi j'aime bien les écolos qui nous parlent tout le temps de mettre des éoliennes qui servent à rien, qui sont couplées avec du gaz et du charbon, cette démagogie, des trottinettes à Paris alors que tout le monde peut pas monter sur une trottinette, tout ce folklore vert, on se fiche de nous. J'aimerais qu'on traite les problèmes de fond. Dernier point, j'ai fait un rapport sur les océans, sur la mer Méditerranée, pas un journaliste quand j'ai fait le rapport, avec une députée En Marche d'ailleurs, on était 2 de la commission des affaires étrangères, pas un journaliste, ça ne les intéressait pas. Dupont-Aignan parle d'écologie, c'est pas possible. Je suis un horrible, abominable homme de droite qui peut pas parler d'écologie, donc personne ne vient. J'ai fait un programme pour sauver les océans, la mer Méditerranée. Il faut investir dans des stations d'épuration dans toute la rive sud, Le Caire, Alger, Tunis, toutes les rives sud. Ça, c'est faisable. On peut le faire. On investit bien dans des pylônes de téléphone. Personne n'en parle jamais. On peut dépolluer la Méditerranée. C'est à portée de main. Ça mettra 20 ans, mais on peut le faire. Vous voyez,
moi je veux des choses simples. Ça, c'est mon écologie. En revanche, je veux qu'on laisse tranquille les gens en voiture en France parce que c'est pas les voitures qui polluent et tout le monde peut pas se payer une voiture électrique. Donc il y a une espèce de lobby de la voiture électrique, c'est des terres rares en Afrique, en Chine, on est en train de foutre en l'air la planète pour faire des batteries. Je suis pas convaincu que la voiture électrique soit l'avenir. J'hésite et je pense que la voiture à hydrogène demain sera mieux. Donc je voudrais qu'on agisse là où on peut agir tout de suite. Et je pense qu'on donnera une vision de l'écologie beaucoup plus pragmatique, utile. C'est ma vision. Alors j'ai été très mal noté par un organisme ONG. Là, j'ai vu sur France Info Dupont-Aignan, l'horrible bonhomme qui veut pas s'occuper d'environnement. Tout simplement parce que j'ai dit arrêtons d'emmerder les Français avec la voiture. Les paquebots et les porte-containers qui apportent des marchandises de Chine polluent beaucoup plus. Les centrales à charbon allemandes polluent beaucoup plus. Moi, je voudrais qu'on réconcilie les Français avec l'écologie. Voilà. Et on m'a mal classé parce que je suis pas dans l'air du temps sur certains lobbies. Voilà. Mais en revanche, j'ai un vrai programme écologiste. Vous pouvez le retrouver sur mon site. Pardon Carlyle, avant d'entamer la partie plus culturelle, une dernière question. D'abord, parlons des jeunes. Vous souhaitez instaurer un service national civique obligatoire pour 3 mois pour les filles et les garçons, avec une option militaire sur une durée de 2 à 3 ans. Cette proposition vient-elle, je pense, d'un constat d'incivisme ou d'indiscipline de la jeunesse française ? Non. Elle vient du constat que les jeunes vivent dans des couloirs en fonction de leur milieu social et en fonction de leur lieu géographique. Et qu'on ne peut pas bâtir une nation quand la jeunesse ne se mêle plus. Le seul endroit où la jeunesse se mêle encore un peu, c'est l'école. Et Emmanuel Macron va la détruire parce qu'il veut que les collèges recrutent eux-mêmes leurs enseignants. Ce qui va aboutir à des collèges à 3 vitesses. Zone rurale, banlieue et centre-ville. Et à terme au paiement de l'école. Donc moi je crois que le seul endroit où il reste un brassage des générations, c'est l'école publique. Et que le service national était un moyen de tirer les gens de leur milieu d'origine. Et je veux rétablir un service civique qui ne sera pas militaire, parce que l'armée ne peut pas former des gens pour 3 mois, pour déjà apprendre aux jeunes Français à se connaître. Le type de banlieue, il ira ailleurs. Le bourgeois, il ira ailleurs. On va les sortir un peu de chez eux, se connaître. Qu'est-ce qu'être français ? C'est quoi être français en fait ? Comment vous voulez intégrer, assimiler si vous savez pas ce que c'est que d'être français ? C'est quoi les valeurs de la République ? Ça veut dire quoi ? Donc pourquoi les jeunes ne se connaîtraient pas ? Moi je suis fasciné et effrayé. Si vous regardez nos enfants, des milieux sociaux très cloisonnés. Très cloisonné. Et je trouve qu'il faut mêler tout ça. Voilà. C'est juste pour brasser. Vous voyez, c'est mettre le linge dans la machine à laver et le mêler. Et là, vous verrez que les gens se connaîtront mieux, s'apprécieront, échangeront et que vous referez une nation. Actuellement, chacun pour soi. 2 questions pour terminer la partie politique. Rapidement. Quelle est votre conception de la laïcité ? Alors, j'ai une conception un peu offensive. Je suis désolé, je suis dans une radio protestante. Après, je dis la même chose aux juifs, aux musulmans, aux catholiques. Franchement, je n'ai jamais changé d'avis. Pour moi, la foi est du domaine du privé, de sa conscience, du privé. C'est vraiment la séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Donc, bien sûr que notre pays est imprégné de notre spiritualité et que la France ne serait pas la France sans la chrétienté. Mais je voudrais que chaque religion reste à sa place. C'est la sphère privée, elle imbibe la culture, mais après, la sphère de l'État, la République, elle est laïque. Voilà. Et voilà pourquoi il faut trouver le bon équilibre. Ça ne veut pas dire de nier la place des religions, attention. La liberté de conscience, d'ailleurs la loi de 1905 ne nie pas du tout. Mais en revanche, nous sommes face, pour être honnête, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous sommes face à une nouvelle religion qui est arrivée en France, qui n'a pas la même conception. Et ce qu'on a fait avec les catholiques, en 1905, ce qu'on a fait avec les juifs sous Napoléon, il faut arriver à le faire avec les musulmans. On ne peut pas laisser s'implanter en France une religion qui aurait une conception de non-respect de la neutralité de l'État. Et donc, il y a une tension réelle. Il ne faut pas la nier, cette tension. J'en ai parlé avec les responsables du culte musulman. Et donc, il faut conforter ceux qui acceptent l'idée républicaine que la religion est de la sphère du privé, et il faut taper fort sur ceux qui considèrent que non. Et c'est pourquoi il faut être très ferme et ne pas accepter des mosquées salafistes, et qu'il faut expulser ceux qui ne sont pas d'accord, et qu'il faut
La tension qu'on a eue avec le culte catholique en 1905, elle existera avec les musulmans. Mais c'est bon pour eux. C'est bon pour nous. Ils doivent pouvoir pratiquer leur foi. Il y en a beaucoup déjà qui la pratiquent dans le respect des lois de la République. Mais il y en a certains qui croient qu'ils peuvent imposer leurs lois. Non. Voilà, c'est pas la France. S'ils veulent imposer leurs lois, ils vivent en Arabie Saoudite. Mais pas en France. Voilà. C'est clair, net, précis. Merci. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique France-Afrique, des relations entre la France et l'Afrique? Alors c'est très important. Je suis un des seuls candidats, vous pouvez le regarder dans mon projet, avec Mélenchon peut-être, mais je pense être le seul candidat à avoir un vrai projet pour l'Afrique. Ma première visite sera pour les pays du Maghreb. Ça va vous surprendre. Pourquoi? Parce que Bruxelles, non. Moi, je vais pas faire la génuflexion à Berlin. Pas Rome. Non, je vais pas faire la génuflexion à Berlin. Je ne vais pas à Bruxelles, puisque de toute façon, je veux plus de Bruxelles et je leur parlerai plus. Je leur parlerai, mais ça sera fini. On aura une Europe des nations libres et des coopérations d'États. Mais je veux une grande politique pour le bassin méditerranéen, parce que notre avenir est là. Parce que si on n'assure pas le développement de l'Afrique, il y aura plus d'Europe. Voilà. Ce sera la guerre civile. Et je pense que je suis un des seuls à avoir une vision géopolitique. C'est-à-dire que je veux qu'on stabilise l'Afrique du Nord, qui est en grand danger de déstabilisation. Je veux qu'on stabilise l'Afrique, qui a un énorme potentiel de développement, mais qui doit faire face à une explosion démographique folle, doublement de la population en 30 ans, qui n'est pas gérable. Personne n'en a parlé. Je suis content que vous me posiez la question. Personne n'en a parlé dans cette campagne. Comment le continent africain peut gérer 1,3 milliard d'habitants en plus? 1 milliard en plus, à peu près, en 30 ans. Comment? Moi, je ne sais pas. Et si on ne sait pas comment, ça aura des conséquences sur l'Europe. Si on croit qu'on va mettre un mur, on se trompe. Donc, il faut gérer. On ne peut pas concevoir l'immigration si on ne conçoit pas le développement de l'Afrique. Et ça veut dire qu'il faut tout revoir, et j'ai pas la solution parfaite. Mais il y a une transition démographique à faire au Sahel. Alors là, j'ai dit ça un jour, je me suis fait agresser par monsieur Jadot, complètement dingue, que j'étais néocolonialiste, que je voulais empêcher les femmes africaines de faire des enfants, enfin n'importe quoi. La Chine a réussi sa transition démographique. Les présidents du Niger, les premiers ministres du Mali en parlent toute la journée. Et nous, on n'a pas le droit d'en parler. Moi, j'ai une relation dépassionnée avec l'Afrique. Je ne suis pas colonialiste. Je suis né après la décolonisation. J'en ai ras-le-bol de la culpabilisation permanente qui est organisée par des dirigeants africains qui, comme ça, dissimulent tout ce qu'ils font pas bien en Afrique. Ils dressent les Africains contre l'Europe parce qu'ils sont incapables de gérer leur pays. Il faut aussi arrêter. Donc moi, j'ai aucune leçon à recevoir des dirigeants africains. Je veux parler aux Africains et leur dire on est adultes, on est égaux, je veux une belle relation entre nous. Et je pense que la France a un rôle à jouer. On a la francophonie, on a des échanges à faire, on a des enfants d'origine africaine en France qui peuvent jouer un rôle de pont entre nous. Et on doit avoir une relation saine, de développement. Voilà. Alors, il y a aussi les comportements néocolonialistes d'entreprises françaises, faut être honnête, mais il faut aussi que les dirigeants français soient libres, et je suis certain qu'il y a un avenir dans une belle relation. Voilà, alors je suis un peu... mais qui doit passer par une transition démographique si on veut sauver l'Afrique. Par l'exploitation de leurs ressources naturelles à eux, pas par les Chinois ni par les Français, mais à eux. Et puis par un commerce international auto-centré sur l'Afrique. Voilà, je veux pas qu'on vende nos poulets en Afrique et qu'on déstabilise les filières africaines. Donc il faut revenir à une autre vision de la mondialisation. Donc j'ai vraiment un projet qui est pas parfait parce que si j'avais la solution, mais qui est quand même différent des autres qui n'en parlent jamais. Et les Français sont complètement, les dirigeants français ne nous parlent que de conneries, pardonnez-moi de parler vulgairement, mais alors que là vous avez un enjeu civilisationnel essentiel. Et je vous parle pas de la poussée du djihadisme en Afrique, qui est dramatique au Sahel. Merci pour vos réponses, et je vais, dans le temps qui nous reste, malheureusement toujours moins qu'on le voudrait pour parler culture, mais il y a des sujets très importants. Ah oui. D'ailleurs, je vais d'abord rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de francophonie et un chiffre. L'Afrique, c'est 500 millions de locuteurs du français, c'est le territoire où l'on parle le plus français, c'est peut-être là où vit la langue française. Et j'ai une question. Est-ce que vous allez faire de la francophonie un axe diplomatique si vous êtes président de la République? D'abord, pourquoi je pense que la France a un rapport au monde. Et c'est parce que la France a un rapport au monde que je veux pas me rétrécir dans l'Union européenne et que je veux que la France retrouve sa liberté. Deuxième point, je veux qu'on défende les francophones. Mais pour ça, il faut que les ministres français arrêtent de parler anglais.
Et il faut pas qu'on ait un président qui met Choose France, French Tech, qui parle en anglais à l'étranger. Startup Nation. Startup Nation. Mais comment voulez-vous que les Africains parlent français si le français ne parle plus français ? C'est complètement fou. Il faut renforcer les alliances françaises, les lycées français. Il faut investir. C'est une influence. Et puis, il faut avoir des liens, et notamment par rapport aux étudiants qui viennent en France. Autant je veux limiter l'immigration professionnelle, autant l'immigration étudiante, il faut la gérer intelligemment. Faire des échanges, il faut pas tout bloquer. Donc, nous avons un rôle, mais il faut après que les étudiants formés repartent en Afrique, développer leur continent. Il faut pas les garder. Parce que sinon on pille les ressources intellectuelles de l'Afrique. Donc, il y a un énorme projet à faire en commun. Et la francophonie est l'axe de ça. Mais il faut qu'on sorte de la francophonie folklore. Pardonnez-moi. La francophonie est la dernière roue du carrosse aujourd'hui. Depuis d'ailleurs longtemps. Le dernier président à peu près francophone, c'était Chirac. Après, c'est passé complètement à la trappe. Pourtant, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est une présidence en français. C'était une volonté du gouvernement d'imposer dans les groupes de travail l'usage du français. Il y a 600 diplomates étrangers qui ont été formés par le développement de fonds par C'est un rattrapage in extremis. Parce que je peux vous dire que je suis à la Commission des Affaires étrangères et le déclin du français sous Emmanuel Macron, il est impressionnant. Donc, c'est peut-être tant mieux. Tout peut arriver. Des miracles. L'élection présidentielle, c'est aussi la rencontre d'un homme, d'une femme et de cette fonction. Et on aimerait aussi connaître un peu l'homme dans ses goûts culturels. Alors vous, c'est Nicolas Dupont-Aignan, quel est votre rapport à la culture ? On a parlé de Bernanos, donc vous êtes lecteur, mais vous êtes amateur de musée peut-être, de peinture, de sculpture, d'art plastique contemporain, ancien ? Moi, je suis d'abord un amateur fou de patrimoine et de peinture que j'ai prouvé dans ma ville, puisque à Hyères, dans l'Essonne, j'étais maire 22 ans, je suis toujours conseiller municipal, c'est ma terre d'adoption. J'ai ressuscité la propriété du peintre Caillebotte. Je vous invite à aller visiter cette maison Caillebotte qui fait des expositions de peinture contemporaine, ancienne aussi, qui est un grand centre culturel aujourd'hui d'Île-de-France, qui a été récompensé par Stéphane Bern comme le monument préféré, le lieu de culture préféré d'Île-de-France, un concours sur France 3. Donc bref, vous pouvez taper Maison Caillebotte, vous verrez que ça c'est mon œuvre, mon bébé. Donc je suis attaché à ça. J'aimerais qu'on augmente les crédits du patrimoine qui ont été baissés sous Emmanuel Macron, qu'on les remette à 400 millions d'euros pour restaurer nos richesses. Deuxième point, je suis un amateur de peinture, d'architecture, j'ai failli être architecte. Je suis moins musicien parce que j'ai pas une oreille parfaite et j'aurais aimé être musicien mais je le suis moins, donc plutôt d'art graphique, peinture beaucoup. J'aime la littérature aussi beaucoup, la littérature francophone. Je lis beaucoup, je lisais beaucoup. Je lis moins en ce moment. Justement, si vous deviez imposer la lecture d'un livre avant la fin du lycée, voilà, un projet pour l'éducation, c'est difficile, mais un livre qui serait peut-être fondamental pour comprendre, on parlait de la culture française, de ce que c'est qu'être français, si tous les Français devaient avoir lu un livre. Ah, Romain Gary. En tout cas, un livre de Romain Gary, peut-être, parce que j'aimais bien ce que disait Romain Gary, vous savez, ce juif russe arrivé en France qui disait « Mon pays, c'est pas la France ». Alors tout le monde disait « Ah, il n'est pas patriote ». Mon pays, c'est la France libre. C'est-à-dire que la France, c'est une idée, quelque part. Une certaine idée de la France, disait le général de Gaulle. Donc, Romain Gary, pour moi, est un très très grand écrivain que j'adore. Alors lequel, il y en a tellement. Moi, j'aime d'ailleurs le dernier fabuleux La vie devant soi, qu'il a écrit comme Émile Ajar, qui est un livre à pleurer. Moi, j'ai pleuré de toutes mes larmes quand je lis ce livre. Et j'ai envie de pleurer encore quand j'y pense. Mais il y a quantité d'autres ouvrages. Victor Hugo, on peut pas comprendre la France sans comprendre Victor Hugo, c'est tout simple. On peut pas comprendre la France sans ses grands auteurs. Voilà, Bernanos, qui est un immense auteur. Bien, peut-être pour nos auditeurs, un conseil de lecture pour leur faire découvrir Bernanos, s'ils l'ont pas lu. Le journal d'un curé de campagne, le dialogue des Carmélites, les grands cimetières sous la lune. Les grands cimetières sous la lune, peut-être, mais toute l'œuvre de Bernanos. Alors elle est assez, je l'ai relu récemment parce que je l'avais lu jeune, et en fait c'est vrai que ça a vieilli, ça n'a pas vieilli, c'est éternel, mais c'est une littérature qui peut-être parle moins à certains jeunes, mais je crois pas, je sais pas, faut me le dire. Moi, j'adore Bernanos. En tout cas, le style de Bernanos, c'est un grand style, il vaut le coup qu'on le découvre. Et voilà. Dernière question avant la chronique désastre de notre chronique. Il y a un autre écrivain que j'adore, deux, plus difficiles, l'un plus facile, l'autre plus difficile, c'est Marguerite Yourcenar.
les mémoires d'Adrien. Oui. Je trouve ça fabuleux parce que la France, c'est pas que la France, c'est une culture romaine, grecque, chrétienne, hein, bien sûr. Donc Marguerite Yourcenar, et puis un autre écrivain complètement différent qui a été prix Nobel, que j'ai dévoré étant jeune, étudiant, c'est Claude Simon. Claude Simon, moi qui personne ne le connaît. Saint John Perse. Oui, à Saint John Perse. Mais Claude Simon, alors ça c'est très différent, c'est une nouvelle écriture, mais c'est de nouveaux romans, mais c'est extraordinaire. Claude Simon sur l'individu, sur l'âme, sur la vie, la mort, l'être humain dans sa difficulté. Je vous recommande. Personne connaît aujourd'hui, mais il a été prix Nobel français en 1990. Oui, à la fin du siècle. Un grand écrivain. La route des Flandres. Oui, par la exemple. route des Flandres. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme de cet entretien. On aurait plein d'autres questions à vous poser. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on s'arrête. J'ai un programme, sur la culture, un point essentiel. Oui. Mais rapidement, très succinctement. Très succinct. L'accès à la culture. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour la culture, mais si vous devez payer 10 € pour entrer dans un musée avec vos enfants, comment vous faites ? Je veux la gratuité de tous les musées de France et de tous les lieux culturels patrimoniaux tous les dimanches. Tous les dimanches. Alors, pour les Français, les résidents français, parce que sinon les touristes, sinon on n'aura plus de recettes touristiques. Mais, comme aux États-Unis, le musée de New York est gratuit pour les habitants de New York, pour les écoles. Je veux la gratuité tous les dimanches. C'est un dimanche par mois en ce moment. Je le veux tous les dimanches. Ça sert à rien de parler culture si c'est réservé à une élite. L'accès à la culture. Eh bien, merci pour vos réponses. La Grâce matinale, l'interview politique.